Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo phytothérapie où on va parler de 5 plantes qui sont intéressantes pour soutenir la fonction rénale. Donc avant de démarrer, je rappelle que les reins avec le couple intestin-foie fait partie des deux principaux émonctoires du corps. Qu'est-ce que c'est un émonctoire? C'est un organe qui va avoir pour un de ses objectifs, c'est de favoriser. C'est quoi un émonctoire? C'est un organe qui a notamment pour principal objectif d'éliminer la fonction d'élimination et notamment des toxines. Donc les reins, c'est ce qu'on appelle un émonctoire noble. Donc il va filtrer le sang. Donc c'est un organe extrêmement important. Donc là, on va avoir 5 plantes qui permettent de soutenir la fonction rénale. Il faut bien avoir conscience que là, on est dans ce qu'on appelle l'interventionnisme. On est en naturopathie, contrairement à l'hygiénisme où on estime que le corps sait ce qu'il doit faire et on n'a pas besoin d'intervenir. Là, on est vraiment dans la naturothérapie où on utilise des plantes qui vont stimuler l'élimination, la fonction rénale. Donc avant d'utiliser des plantes pour les reins, il faut évidemment que le naturopathe s'assure que la personne a suffisamment d'énergie vitale et ne présente pas de contre-indication. Parce que là, on est en train, comme on est sur un cheval, là on est en train de mettre un coup de fouet. Donc il faut en avoir conscience. Voilà. Donc toutes ces plantes-là, je le rappelle, sont des béquilles. D'accord? C'est des choses qu'on utilise de façon ponctuelle. On ne va jamais utiliser des plantes comme ça en continu toute l'année. Elles peuvent avoir un rôle à jouer, mais toujours en complément, voilà, d'une vraie approche au niveau de l'hygiène de vie. Voilà. Alors, la première plante, c'est le bouleau, que vous retrouverez dans le commerce sous le nom de Betula pendula. Donc, on utilise généralement la feuille de bouleau. Alors, comme pour les autres vidéos, je vais vous présenter les propriétés, je vais vous définir les mots, et puis au fur et à mesure, une fois que j'aurai défini le mot, si on le retrouve dans les autres plantes, je ne redonnerai pas la définition. Alors, comme toutes les plantes qu'on va aller retrouver dans cette liste, le bouleau est diurétique, c'est-à-dire qu'il augmente la diurèse, c'est-à-dire le volume des urines, donc on va plus uriner, donc on élimine plus. Il est désinfectant et anti-inflammatoire des voies urinaires, donc ça je pense que ça parle pour soi, et spasmolytique, c'est-à-dire qu'il va induire des spasmes, il va favoriser le mouvement, et notamment le mouvement, l'avancée des urines. Donc le bouleau, il est utilisé pour des infections des voies urinaires, par exemple une cystite, pour de la faiblesse fonctionnelle de la vessie. Il peut être utilisé en cas de calculs rénaux, de cellulite, d'œdème donc chez une personne qui a du mal qui a des quantités d'eau qui sont bloquées à certains endroits du corps. Et il peut également être utilisé en cas de soutien pour une maladie rhumatismale ou cutanée. Pourquoi? Puisque dans le cas d'une maladie cutanée, on a des toxines qui sortent par la peau. C'est-à-dire que les reins et les intestins sont déjà surchargés. Donc pour réduire les toxines qui sortent par la peau, on peut donner un petit coup de boost au niveau des reins. Puisque la peau est, si vous voulez, un organe de dérivation, c'est-à-dire lorsque les reins et les intestins sont surchargés, les toxines sortent à travers les poumons et la peau. On peut également utiliser le bouleau en externe, mais je ne l'utilise pas personnellement pour l'eczéma et l'acné. Alors pour toutes les plantes qui vont soutenir la fonction rénale, elles seront toutes contre-indiquées si on a une insuffisance rénale ou cardiaque. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a déjà une insuffisance rénale, donc qui a déjà des reins qui ne fonctionnent pas, on ne va pas les stimuler pour les faire fonctionner encore plus. Et cardiaque, puisque les reins sont l'organe principal qui régule la pression artérielle, donc pareil, il y a un lien direct, donc pas de drainage d'un œdème chez un insuffisant rénal ou cardiaque. Alors il n'y a pas d'effet secondaire connu pour le bouleau. Maintenant, on va voir les galéniques, donc les façons de l'utiliser. Donc le bouleau, pardon, c'est pas pareil. Donc la feuille de bouleau s'utilise sous forme de tisane, de teinture mère, de jus pressé, je ne sais pas quel goût ça a. Et on peut utiliser sous forme de cuisine aux herbes sauvages. Donc si vous connaissez un petit peu le bouleau, vous savez le cueillir, etc., vous pouvez le cuire. Moi, je ne m'y connais pas. Il s'utilise également sous forme externe, donc directement sur la peau, sous forme de bain, de lavement ou de rinçage des cheveux, mais pareil, c'est pas quelque chose que j'utilise. Au lieu de vous mettre une étude, je vous ai mis ce que moi j'ai déjà goûté, ce qui se fait le plus souvent en naturopathie, c'est la cure de sève de bouleau. Alors attention, la sève de bouleau, c'est pas la même chose que la feuille de bouleau, ce dont on parle ici. Mais moi personnellement, ce que j'ai goûté, et en naturo, ce qui est le plus fréquent, c'est de faire une cure de sève de bouleau,
Généralement au printemps, ça se fait. Ça s'achète dans les magasins bio. Donc là, je vous ai mis le profil nutritionnel pour 100 g de sève de bouleau. Donc ce qu'on peut déjà constater directement, c'est que c'est une boisson qui est extrêmement riche en manganèse. Et c'est tout. D'accord. C'est un petit peu riche en potassium. Et voilà, il y a un petit peu de calcium, un petit peu de magnésium. Et pour le reste, c'est vraiment peanuts. Donc c'est une boisson qui va être intéressante à partir de 500 ml par jour. Donc un bidon comme ça que vous voyez sur la photo, c'est 5 litres. Donc si vous prenez 500 ml par jour, ça va vous faire 10 jours. Pourquoi 500 ml? Parce que moi j'estime que quand avec une prise alimentaire ou un aliment, on atteint à peu près 10% de ses besoins en micronutriments sur la journée, pour moi ça commence à devenir intéressant. Voilà. Bon, après à discuter au cas par cas, mais ça c'est une règle à peu près générale que j'essaie de me fixer. Et là, si on prend 500 ml de sève de bouleau, on va avoir 100% de nos besoins en manganèse, on va avoir 10% de nos besoins en potassium, et on va avoir 5% de nos besoins en magnésium, en calcium. Ce qui n'est pas, voilà, pas dégueu hein, pour une boisson qui est assimilée très rapidement. Maintenant, le hic, c'est que la sève de bouleau, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher, c'est plus d'une dizaine d'euros le litre. Donc personnellement, si vous avez trop d'argent, ouais, vous pouvez acheter de la sève de bouleau, il n'y a pas de souci. Maintenant, si voilà, vous regardez un petit peu vos sous, personnellement, je mettrais l'argent dans autre chose avant de le mettre dans de la sève de bouleau. Ou alors, dernière possibilité, vous allez vous-même à la cueillette de sève de bouleau. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai goûté pour la première fois. C'est un ami qui en avait ramené. Et lui, il était allé la récupérer lui-même dans la nature. Et donc là, si c'est gratuit, bah là, vous pouvez vous prendre des litres et des litres. Et là, effectivement, ça peut être intéressant. Et vous pouvez même vous faire 1 litre par jour. Si vraiment vous arrivez à récupérer, moi je ne sais pas, 20 ou 30 litres gratuitement, vous faites 1 litre par jour, et là c'est intéressant. Et là, ça peut vraiment être intéressant. Prochaine plante, c'est la prêle des champs qu'on retrouve sous le nom de Echisetum arvense. Alors la prêle des champs, comme les autres plantes de cette liste, elle est diurétique, donc elle va augmenter le volume des urines, mais son autre caractéristique spécifique, c'est qu'elle est reminéralisante. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée de 2/3 de silice, qui est un minéraux qu'on va retrouver dans les tissus conjonctifs notamment, mais aussi pour les vaisseaux sanguins. Donc c'est vraiment une plante qui est intéressante. Maintenant, voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas cette plante-là qui va remplacer le collagène qu'on trouve dans les produits gélatineux des produits animaux, donc par exemple dans la peau des animaux, la peau du poulet par exemple, des choses comme ça. Ça ne remplace pas, mais ça peut être un petit complément. Et elle est aussi anti-inflammatoire. Donc là, il y a une petite étude tout à l'heure que je vous montrerai, qui est intéressante et qui le montre. Donc ça, c'est en prise interne, quand on la consomme. Elle s'utilise également de façon externe. Moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que je l'utilise. Elle peut renforcer les tissus vulnéraires, donc elle aide à cicatriser et antifongique. Alors la prêle, on va l'utiliser comme toutes les plantes pour les reins, pour les œdèmes, pour les inflammations des voies urinaires, pour la cellulite, pour l'énurésie, donc pour les gens qui vont plein de fois aux toilettes la nuit. Personnellement, moi, pour ce cas-là, j'aime bien utiliser les jus de légumes. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais pas n'importe quel jus de légumes, hein, surtout les céleri branches. Et comme je vous l'ai dit, comme elle renforce le tissu conjonctif, elle va pouvoir être utilisée en cas de varices, donc il y a un mauvais retour veineux, d'hémorroïdes, de fractures et d'ostéoporose. Encore une fois, ce n'est pas avec une prêle des champs qu'on renforce ses os, mais ça peut être un petit complément. Voilà. En tout cas, ça se fait en naturopathie. Et en externe, je vous l'ai dit, je ne l'utilise pas, mais voilà, pour l'eczéma chronique, pour les plaies, pour les maladies fongiques. La même contre-indication que pour le bouleau, pas de drainage d'un œdème si on est insuffisant rénal ou cardiaque. Il n'y a pas d'effet secondaire connu, donc ça c'est assez sûr à ce niveau-là. Donc comment on utilise la prêle des champs? Si vous voulez un effet diurétique, plutôt utilisez-la en infusion. Si vous voulez plutôt un effet sur le tissu, renforcement du tissu conjonctif, plutôt une macération. Sinon, elle s'utilise sous forme de teinture mère, de poudre. Et en externe, on peut la mettre dans son bain ou se faire des enveloppements avec. Donc là, j'ai trouvé une petite étude qui montrait que la prêle était intéressante elle avait une caractéristique anti-inflammatoire. Donc je vous lis un extrait de l'étude. La prolifération des lymphocytes T a été inhibée de manière dose dépendante par l'extrait de prêle sans induction d'apoptose ou de nécrose. Donc on a fait une étude in vitro, hein, donc c'est pas à l'intérieur du corps de l'homme, mais l'étude a montré que la prêle avait une influence sur le développement des lymphocytes T.
Les développements indiquent que l'extrait utilisé de prêle interfère avec la polyfonctionnalité des cellules immunocompétentes, donc les globules blancs, fournissant ainsi un mode d'action anti-inflammatoire. Voilà, petite étude intéressante. Ensuite, on a une plante qui est très utilisée en naturopathie, c'est l'ortie, Urtica dioica. Donc là, l'ortie, c'est l'herbe, il me semble, je vais vérifier. Ouais, c'est l'herbe d'ortie, c'est les feuilles d'ortie qui sont utilisées. Donc comme toutes les autres plantes, elle est diurétique, elle est anti-inflammatoire, mais elle va avoir une autre fonctionnalité, c'est de stimuler le métabolisme. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est très riche en minéraux. Encore une fois, on ne remplace pas les minéraux de l'alimentation avec de l'ortie, mais elle peut avoir un petit rôle à jouer à ce niveau-là. Et elle est emménagogue, ça veut dire qu'elle peut favoriser la régulation des cycles menstruels et favoriser la lactation, notamment dû à sa grande teneur en minéraux. Pour les indications, toujours pareil, elle est utilisée pour les inflammations des voies urinaires, pour les œdèmes, pour toutes les maladies qui vont toucher les reins, la vessie. Elle va aussi être utilisée en naturo pour l'anémie, mais bon, si vous me connaissez, vous savez que avant d'utiliser de l'ortie pour l'anémie, il y a d'autres choses à faire, notamment au niveau de la viande rouge et au niveau des fruits de mer et de la détoxification. Maintenant, voilà, c'est pas parce que c'est du fer non héminique qu'il est inutilisable. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec Adriano Farano, qui est le fondateur de Pane Vivo. Donc Pane Vivo, c'est un pain qui est fabriqué selon des méthodes ancestrales au levain, mais des vraies méthodes ancestrales. Donc je vous laisse aller voir l'interview qu'on a fait avec Adriano sur la chaîne. C'est vraiment une interview très intéressante qui m'a permis d'élargir un petit peu mon horizon, qui m'a permis de voir des choses peut-être que je ne voyais pas, notamment sur les céréales. Donc voilà, Adriano, il défend son clocher, il pense vraiment que la céréale a été et est l'aliment de base de la civilisation. C'est vrai qu'en naturo, vous allez trouver quand même pas mal de gens qui vont dire le contraire, mais je trouve ça toujours intéressant de discuter avec des gens qui ont des points de vue opposés. Et lui, ce qu'il dit justement, c'est que lorsque le pain il est correctement préparé, c'est vraiment un aliment santé. Évidemment, après ça, c'est un débat. Et du coup, ce qu'il disait dans l'interview, c'est que son pain il est utilisé par certains naturopathes pour améliorer des situations de personnes anémiques. Et donc, ce serait notamment dû à son grand contenu en minéraux, notamment en fer non héminique. Donc, il a des bons retours par rapport à ça. Donc voilà, ça reste quelque chose que j'ai entendu, je n'ai pas pu vérifier. Comme quoi, c'est pas parce que le fer n'est pas héminique qu'il ne peut pas être utilisé dans des cas d'anémie. Ensuite, l'ortie est utilisée pour les faiblesses du tissu conjonctif, donc justement parce qu'il va être riche en minéraux, notamment en silice, moins que la prêle par exemple. Utilisée dans les cas d'aménorrhée, justement parce que riche en minéraux, et comme toutes les plantes, soutient des maladies rhumatismales et cutanées. Donc ça c'est pour la voie interne, et également l'ortie peut être utilisée sous forme externe pour les rhumatismes. Contre-indication, pas d'ortie lorsqu'on est allergique, et si on est insuffisant cardiaque ou rénal, pour les mêmes raisons qu'avant. Donc voilà, potentiellement l'ortie est allergène. Donc l'ortie, personnellement, je l'utilise pas moi, mais je conseille de l'utiliser sous forme de poudre. Donc mon utilisation favorite, c'est le sel aux orties. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, l'ortie est sous forme séchée, donc beaucoup plus concentré en minéraux, beaucoup plus intéressant. Sinon, voilà, les utilisations classiques, c'est la tisane. Et en troisième, je dirais la teinture mère, qui est plus rare. Voilà. Alors, certains naturaux en pressent le jus, c'est-à-dire l'utilisent à l'extracteur de jus. Pour l'avoir testé, je trouve ça absolument immonde. Peut-être que je l'ai mal préparé, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'ai apprécié. Et en externe, donc là j'ai fait une petite erreur sur le slide. Donc en externe, l'ortie est utilisé en cataplasme pour faire des lavages ou aussi en urtication, c'est-à-dire qu'on va se piquer avec la feuille d'ortie pour entraîner des réactions potentiellement thérapeutiques. Donc là, petite étude avant de finir. Donc une étude assez solide, une étude randomisée en double aveugle qui montre que l'ortie a des effets bénéfiques dans le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc comme quoi, voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment une plante qui va avoir une action au niveau urogénital. Ensuite, on a la capucine, qui est une plante, je vous l'avoue, que je trouve assez rare, qui est compliquée à trouver, que moi personnellement, je n'utilise pas du tout. Donc je vous la présente très rapidement, c'est une plante donc, qui a une action au niveau urogénital, qui a un tropisme aussi au niveau respiratoire et digestif.
Donc c'est une plante qui va être utilisée dans les cas de maladies respiratoires, donc tout ce qui est angine, rhume, grippe, sinusite. Évidemment les infections urinaires, les maladies fongiques, le candida par exemple, et dans les cas de faiblesse digestive, puisqu'elle va renforcer les sécrétions digestives. Voilà, tout ça c'est en utilisation interne, en externe pour des mycoses cutanées par exemple. Donc comme c'est une plante qui renforce la digestion, on ne l'utilise jamais si on a un ulcère gastro-intestinal, puisqu'il peut y avoir un effet secondaire, il peut y avoir une irritation gastrique. La capucine est également contre-indiquée dans les cas d'inflammation des reins et également chez le petit enfant. Voilà. Donc elle s'utilise sous forme de tisane, teinture mère, cuisine aux herbes sauvages, tout ça c'est en interne. En externe, on peut faire du gargarisme avec dans la bouche, ou se brosser ou se frotter avec. Donc voilà, je vous mets une petite étude qui a montré que la capucine peut protéger des cellules exposées à un stress, et notamment ce qui peut se passer, un type de stress qu'on peut retrouver dans les infections bactériennes. Voilà. Et enfin, on termine par la verge d'or, qui est une jolie plante jaune que vous voyez à droite. Donc, la verge d'or, c'est vraiment une plante typique pour soutenir les reins. Diurétique anti-inflammatoire, spasmolytique pour la vessie, décongestionnant, donc tout ça c'est en utilisation interne, et en externe elle est anti-inflammatoire et elle aide à cicatriser. Donc pareil, c'est une plante vraiment typique pour tout ce qui est faiblesse de la fonction rénale, inflammation des voies urinaires, œdème. Ça va prévenir les lithiases, parce que justement on va activer cette élimination à travers les reins. Donc on va prévenir tout ce qui est formation de calculs au niveau des reins. Et évidemment, comme les autres plantes, soutient des maladies cutanées. Voilà. Donc c'est une plante qui fait partie de la famille des astéracées, donc attention aux allergies, et la même contre-indication sur l'insuffisance rénale ou cardiaque. Donc la verge d'or, j'utilise principalement sous forme de teinture mère, mais on peut l'utiliser sous forme de tisane, de jus pressé, de cuisine aux herbes sauvages, ce qui est beaucoup plus rare, parce qu'il faut quand même s'y connaître. Et en externe, voilà, on peut faire des enveloppements pour aider à cicatriser ou du gargarisme. Et la petite étude que j'ai trouvée sur la verge d'or, c'est qu'elle a eu un effet, donc elle a permis d'atténuer des croissances de cellules tumorales, avec très peu d'effets secondaires, voire aucun. Donc c'est quelque chose qui est à noter quand même. Mais c'est vrai que c'est une plante qui est pas super étudiée dans la littérature scientifique. Donc voilà, avant de terminer, quand on fait un travail pour soutenir la fonction rénale, les plantes c'est ce qui arrive en dernier. Okay, dans toute cette liste-là, je rajouterai également les jus de légumes, notamment de céleri branche, qui sont vraiment des diurétiques très intéressants. Très très intéressants. Et voilà, jus de céleri branche avec ces 5 plantes, vous avez quelque chose de solide pour soutenir la fonction rénale. Et puis avant de se quitter, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez que je vous envoie du contenu par rapport au livre que je lis, par rapport à mes retours clients, par rapport à mes recherches, par rapport à tout ce que je traverse, rejoignez ma newsletter. Je partage régulièrement du contenu privé qu'il n'y a pas forcément sur YouTube, qu'il n'y a pas forcément sur Instagram. C'est beaucoup plus personnel, je dirais. Et en plus, via la newsletter, vous pouvez me contacter si vous voulez travailler avec moi. Si vous voulez un suivi, un accompagnement, ça se passe tout sur la newsletter. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!